Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Le propre des régimes despotiques est que la violence, qui est leur seul véritable argument, leur échappe toujours, quasi systématiquement, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus l'endiguer. Et surtout, ne plus pouvoir contrôler les agents par trop zélés qui usent, sans compter, si je peux dire, de la brutalité contre quiconque ose contester le système de leur maître. En fait, lorsque ces régimes sont balayés, ce sont généralement leurs dirigeants les plus importants qui sont mis sur la sellette, comme si eux seuls avaient pu se livrer à des carnages de masse, des enlèvements, à la torture, à la séquestration et au viol, aux exécutions sommaires. Tout le monde oublie, ou feint de ne pas savoir, que ce sont des armées, de véritables armées d'agents honorables de l'État. Honorables et État à mettre entre guillemets, bien sûr. Agents honorables de l'État qui se sont livrés à ces exactions, souvent avec un sadisme certain, parfois pour des raisons personnelles, parfois à la suite de dénonciations chafouines, dictées par des règlements de compte, toujours dans des conditions atroces, sordides, étudiées avec soin pour ravaler l'homme, le déchoir de sa dignité, le faire souffrir, lui faire regretter d'être né, d'avoir aspiré à la dignité. C'est pour cela que lorsque des processus de réconciliation sont engagés, il est plus que nécessaire d'impliquer non pas seulement le régime qui a initié et couvert ces exactions, mais tous ceux, par ordre ou de leur propre chef, qui ont été les exécuteurs des basses œuvres, les tortionnaires, les tueurs, les violeurs. On ne viole pas parce qu'on a reçu l'ordre de le faire. Et c'est pour cela qu'il est plus qu'impératif, hautement moral, que nulle amnistie ne peut être envisagée, serait-ce par voie de référendum, si les auteurs des exactions ne se soumettent pas à 3 règles incontournables et indissociables l'une des autres. D'abord, avouer publiquement et dans le détail les crimes commis contre les personnes. Parce qu'on ne peut pas être pardonné si l'on n'a pas reconnu avoir commis le crime pour lequel on sollicite l'absolution. Ensuite, la deuxième règle, faire part de son regret, se repentir publiquement des crimes commis, parce qu'on ne peut pas être pardonné si l'on ne regrette pas d'avoir porté atteinte à l'intégrité physique et morale des gens, voire même de les avoir torturés, assassinés. Et enfin, troisième règle, demander pardon à ces victimes, publiquement. Leur demander pardon ou si elles sont décédées, demander pardon aux familles des victimes. Parce qu'on ne peut pas être pardonné si l'on ne demande pas pardon pour des crimes aussi graves. Ce sont là les conditions sine qua non pour entrer dans une dynamique d'amnistie, de pardon. En Afrique du Sud, la Commission Vérité et Justice est allée au-delà de cela, puisqu'elle a fait de l'initiative un processus individuel, personnel. Ne pouvait être amnistié que celui qui venait de son propre chef, confesser publiquement ses crimes, faire état de son repentir et demander pardon. Des milliers de confessions publiques ont été ainsi enregistrées et diffusées le plus largement possible. Des confessions qui ont révélé à l'opinion publique toute l'ampleur de l'atroce répression, des penchants malsains et sadiques de ceux qui disaient agir pour le bien public, pour défendre la suprématie de la race blanche. Les confessions ont soulevé une immense clameur à un niveau mondial. Mais cela a été, en même temps, un véritable exorcisme social, une véritable
thérapie psychosociale à l'échelle de tout un pays et qui a permis à la société sud-africaine, recomposée, de ne pas sombrer dans la vengeance de masse contre une minorité blanche qui avait versé des décennies durant dans la violence systémique. En Algérie, ce fut exactement l'inverse. Une auto-amnistie massive et indistincte, sans qu'il soit besoin de confesser quoi que ce soit, encore moins de se repentir, encore moins de demander pardon. Puisque la charte a consacré les tortionnaires et les tueurs comme étant des agents honorables de l'État qui ont sauvé la République et qu'il est interdit de poursuivre de quelque façon qu'il soit. Il est même fait interdiction aux universitaires et autres historiens d'entreprendre une quelconque recherche qui pourrait désigner et identifier les criminels contre l'humanité et les criminels de guerre. Le peuple algérien, consulté dans un référendum, entre guillemets bien sûr, un référendum scélérat, n'a pas eu d'autre choix que de dire oui. Et la fraude électorale a comblé le manque à voter. En fait, d'une certaine manière, la question posée dans le référendum était celle-ci. Voulez-vous qu'on arrête de vous tuer ou préférez-vous continuer à mourir? La paix n'était qu'à ce prix-là. Aucun de ceux qui s'étaient livrés aux exactions contre les civils et qui avaient provoqué 250 000 de morts n'a reconnu la plus petite responsabilité, ni les djihadistes, ni les membres de la junte. Ils se sont amnistiés les uns les autres et les victimes ont été passées en pertes et profits. En Tunisie, l'instance Vérité et Dignité a réussi à forcer le chemin vers une initiative qui pourrait dissiper l'atmosphère de défiance et de rancœur et de haine qui pèse encore sur une société qui a trop longtemps souffert d'une oppression inimaginable, indescriptible. Une oppression qui a basculé du despotisme éclairé d'un Bourguiba, mais qui n'en a pas été moins dévastateur, à celui de Ben Ali qui a franchement versé dans la mafiocratie et l'usage de la violence institutionnalisée au profit d'un clan, d'une famille et de leur clientèle. Mais l'initiative Vérité et Dignité n'aura pas les coups des franches, loin s'en faut. Les forces réactionnaires ont repris du poil de la bête et elles ne sont pas sans ignorer que la meilleure défense consiste à attaquer. Une pression intolérable est exercée contre les membres de la commission. Plusieurs de ces membres ont été poussés à la démission, d'une façon ou d'une autre. Pourtant, l'initiative est loin, très loin, d'être cette commission Vérité et Justice de l'Afrique du Sud. Oh, combien loin! Les seules confessions que l'on peut entendre, des confessions terrifiantes, sont celles des victimes. Il n'est même pas envisagé de demander, à l'instar de l'Afrique du Sud, aux criminels de venir avouer leur forfait, de se repentir et de demander pardon. Totalement exclu, pour le moment du moins, puisque certaines forces font feu de tout bois et déclenchent un véritable tir de barrage contre la principale responsable de l'initiative, Siham Ben Sedrine, qui est accusée de tous les maux, l'accusant rien de moins de chercher à dresser les Tunisiens les uns contre les autres, d'être l'instrument des intégristes qui veulent instaurer un État rétrograde en Tunisie et autres accusations du genre. Et la Tunisie en est là pour le moment. L'initiative Vérité et Dignité est sur la défensive, prise sous le feu nourrie d'une large partie de la presse, des faiseurs d'opinion, voire même de l'État tunisien lui-même, qui compte de nombreux ex-caciques du régime parmi ses membres. C'est pourquoi peut-être les Tunisiens se montrent plutôt sceptiques. Le clivage idéologique qui a été créé par certaines forces pour neutraliser le formidable sursaut du peuple tunisien n'a pas fini d'empoisonner le climat social et politique du pays. Et c'est tout bénef pour certains. Aujourd'hui, Le Monde, la Tunisie confrontée à la mémoire de la dictature, par Frédéric Bobin.
France 24. La Tunisie face aux années de dictature. Un difficile examen de conscience. Par la rédaction. Capitaliste. Tunisie. La justice transitionnelle pour blanchir les islamistes d'Al-Nahda. Par Rachid Barnat. Tunisie, l'instance vérité et justice, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et j'ai le plaisir, pour en parler, d'accueillir sur le plateau Nadia Tarhouni. Bonsoir. Bonsoir, ex-présidente de l'UNIT. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Et nous aurons donc dans un moment avec nous Dr Siham Badi, ex-ministre des Affaires de la Femme en Tunisie. Et au téléphone, depuis Tunis, le docteur Ali Redouane Garab, commissaire à l'instance de vérité et dignité. Nadia Tarhouni, finalement cette instance, cette initiative vérité et dignité, est-ce que c'est un processus qui pourrait réconcilier les Tunisiens, apaiser les tensions, mettre fin à ces clivages de plus en plus tranchés ? Je pense, donc merci pour la question, je pense en effet que ça pourrait mettre en place donc un processus de réconciliation, même si on peut voir aujourd'hui que les deux partis au pouvoir se sont réconciliés avant que l'instance ait fini son travail. Néanmoins, donc je pense à Nida Tounes et Nahda, où on pourrait penser que ça aurait été compliqué qu'ils travaillent ensemble avant que cette instance arrive à finir son travail. Néanmoins, je pense que sans le travail de cette instance, le pays ne peut pas retrouver une paix. Et cela voudrait dire qu'on ait déjà été en paix. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué parce que quand on regarde un petit peu de plus près, le travail de cette instance remonte. Donc elle reçoit des dossiers depuis le 1er juillet 1955, des plaintes qui ont commencé à cette époque, donc tout de suite après l'indépendance ou même pas, parce que l'indépendance était en 56, et qui vont jusqu'à 2013. Et actuellement, si elle a reçu plus de 66 000 dossiers, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire, des personnes, mais aussi des personnes morales, aussi des entreprises, des sociétés. Et donc sans ce travail, on ne pourra pas dépasser un passé. Et puis avant même de dépasser quoi que ce soit, elle a pour but d'informer. Parce qu'on s'est quand même aperçu qu'une grande partie des Tunisiens soit ne savaient pas parce qu'ils ne voulaient pas trop savoir, soit ne savaient pas réellement. Et j'étais moi-même étonnée de rencontrer dans mon entourage beaucoup de ces personnes qui ne savaient pas l'ampleur de la répression, qui ne connaissaient réellement pas les personnes de ma génération. La nature des faits oui, la nature des faits sont reprochés aujourd'hui aux criminels. Bien sûr, parce que enfin, moi, j'ai environ 30 ans, et puis une partie de ma génération qui a grandi un petit peu sous les années Ben Ali, complètement, donc depuis 87, n'ont absolument pas eu, pour certains, accès aux informations précédemment, et étaient réellement étonnés. Peut-être cette attitude, cette mentalité héritée de ces années de plomb, où on considérait que le gouvernement, l'État ne pouvait pas tuer de façon extrajudiciaire, ne pouvait pas torturer, ne pouvait pas emprisonner sans justice. Mais c'est même se dire que personne ne peut faire ça, même si on sait aujourd'hui que des exactions sont commises partout sur cette terre en ce moment même où on se parle, c'est toujours compliqué de se réaliser que ça se passait juste derrière chez soi, ou juste à quelques kilomètres de chez soi, et que parfois le bourreau et la personne assassinée étaient voisins. C'est compliqué en fin de compte de s'imaginer autant d'inhumanité, alors que finalement parfois ces mêmes personnes peuvent sembler sympathiques. Oui. Donc c'est un processus. Des gens ordinaires qui ont des enfants, qui ont des amis, qui peuvent être drôles, qui peuvent être drôles et sympathiques. Dans leurs heures noires, quand ils sont dans les geôles, là où il n'y a pas le regard de la société, quand ils sont seuls, ils sont terribles, à couper les gens avec des pinces, à éborgner des gens, à tuer, à torturer, à violer. Tout à fait. Et pour dire, le 17 décembre, certains bourreaux ont accepté de témoigner. Ah, le 17 décembre prochain? Le 17 décembre qui vient. Oui. Parce que justement, c'est une des questions que je voulais poser, que je poserai aussi à nos autres invités. En Afrique du Sud, par exemple, ce sont surtout les auteurs de ces crimes qui sont venus faire des confessions. Et généralement en face à leurs victimes. Mais là, en l'occurrence, ce sont les victimes qui viennent non pas confesser, mais dire ce qu'elles ont subi. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun auteur
de ces crimes qui est venu dire la moindre petite chose? Alors pour l'instant, nous avons eu 2 soirées uniquement, donc la première a dû durer 4 heures, la deuxième 5-6 heures. Si vous les avez vus, c'est en plein de beaucoup d'émotions, etc. Mais je pense que le premier objectif de ces 2 soirées était justement d'informer le peuple tunisien de ce qui s'est passé et de mettre des visages sur des exactions. Pourquoi? Parce qu'une grande partie des personnes, donc des Tunisiens, pour eux, c'était quelqu'un qui connaît quelqu'un que peut-être il s'est passé quelque chose. Et pour une fois, on avait des hommes et des femmes de tout âge qui sont venus témoigner de ce qui s'est passé dans leur plus forte intimité. C'est-à-dire que entendre aujourd'hui avec autant de sensibilité des sujets aussi tabous, être évoqué, c'est quelque chose de compliqué. Parler de viol aujourd'hui dans le monde arabe, à la télé, à des heures de grande écoute, ce n'est pas quelque chose d'évident. C'est des sujets qui ne sont déjà de fait pas simples à être évoqués. Donc imaginons avec tous les tabous de société qu'on peut avoir. Donc c'était avant. Je pense qu'avant tout, l'objectif est d'informer, de dire les personnes qui ont vécu ça ne sont pas, sont des êtres en chair et en os. Et regardez-les, ils existent, ils sont capables de s'exprimer, de pleurer, ils sont dignes. Donc c'est l'instance vérité et dignité. Donc ils disent la vérité tout en étant dignes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident aujourd'hui. Et dans un second temps, je pense qu'il faut d'abord entendre les victimes pour comprendre un petit peu. C'est-à-dire pour comprendre, c'est encore c'est un mot qui pèse beaucoup trop, pour peut-être écouter les bourreaux, parce que c'est comprendre le mécanisme psychique qui se passe dans la tête de quelqu'un pour faire autant d'actes inhumains, ce n'est pas donné à tout le monde, et je ne sais pas encore de quelle manière vont réagir les Tunisiens, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'émotions suite à l'écoute donc de ces 2 soirées d'audience publique. Qui sont venus parler, qui sont venus dire ce qu'elles ont subi, quel écho cela a eu sur la société tunisienne? Comment les gens l'ont ressenti? D'accord. Si je peux un petit peu résumer, il y a eu tout d'abord je ne savais pas, ou bien je ne savais pas que c'était si grave. Bon. Donc il y a cette stupéfaction de la découverte, de se dire oulala. La deuxième partie, il y a ceux qui savaient qui n'ont rien dit. Une partie de la presse tunisienne, une grande partie de nos politiques, actuellement au pouvoir ou pas, ceux qui ont... et qui se disent ah zut, bon, on est mal à l'aise parce qu'on savait et on n'a rien fait. Alors il y a ceux qui ressentent un peu de culpabilité, ceux qui n'en ressentent pas, et on les voit, ils s'expriment. Aujourd'hui, en général, vous en reparlerez sûrement, mais ils s'attaquent assez facilement à Sihem Ben Sedrine pour déconstruire justement l'instance. Et il y a une autre partie qui dit tout simplement, vous avez vu, on vous avait dit, cette révolution a du sens. Et c'est justement parce qu'on ne veut plus de ça que cette révolution a eu lieu. Et c'est, on va dire, là j'ai un petit peu résumé les 3 opinions qu'on peut Nous allons entendre. écouter quelques passages de ces... Je ne sais pas comment on pourrait dire, ce ne sont pas des confessions, ce sont des témoignages. Des témoignages. De vérité, tout en dignité. Ce qu'on a soi-même subi, peut-être une façon d'exorciser un peu ces souffrances. Oui, c'est une partie thérapeutique. Nous allons en effet. écouter quelques passages. حكم ما عجبناش، حكم خايب ظالم، حكم ظالم ومحكمة عسكرية. أنا عندي هيبة الحق، أنا تفكرت طلبي الوحيد ملفات أولادنا تمشي من المحكمة العسكرية للدوائر الخاصة. ما نحبوش المحكمة العسكرية هذه مازالت تحكم فينا بتاتا. تصير ثورة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، المحكمة العسكرية ما نحبوهاش، ظالمة وما تحكمش بالعدل. ولدي جاني الدم، بنتي جاني السكر، شحم في الدم، نحولي المرارة والحجر، وتويك راسي واقض عليه هو وكرومتي حشاكم 3 سنين. بعد ما روحت وكملت اللي يخدم علينا هزوه، نوارنا مصباحنا، الضو نحوونا، ولدنا هو مكسوبي هو اللي يخدم علينا. توقفنا الكل، ما لقيتش باش ناكلوا. الراجل شيباني عاطل على عمل. خرجت انا 3 سنين نخدم في الحمام، كليتها على ظهري هاني بالسبت في السكنار، قضيتها على ظهري بالسبت. 3 سنين نخدم في الديار، كليتها الهواء على راسي، عملوا لي سكانر على راسي، قالوا لي برونشيت قوي في الدماغ والعروق ضعفت. 3 سنين نخرج في الحنه البقابسيه، الكرهبه بعناها، الملك بعناه باش ناكلوا، الكلنا خرجنا نخدموا. اخواتها الزوز وهذه بنت اختي مرته، والكلنا خرجنا نخدموا، خليك الشويباني في الدار. الكلنا اللي جرافينا اختها بنتنا اللي الصغيره مني هزوا خوها هي مسدوبه لتو
مريضة مصدومة ندخل لها ونلقاها في الليل في الظلام في البيت تبكي. Avec nous depuis Tunis, Dr Ali Radouane Grab. Merci d'être avec nous, Dr Ali Radouane. Oui, bonsoir. Je suis avec beaucoup d'intérêt le débat qui se déroule sur le plateau et je suis ravi de participer à ce débat. Merci. Vous êtes donc vous-même commissaire à l'IVD, vous êtes membre de cette initiative. Tout à fait, oui. Ouais. Alors, j'aimerais d'abord que vous nous fassiez un petit historique très bref sur donc la création de cette initiative qui a été, si je ne me trompe, créée sur proposition du Conseil constitutionnel, de l'Assemblée constituante. Absolument. Donc, en fait, juste après la Révolution, il y avait un début de processus de justice transitionnelle à travers un décret-loi qui a prévu une amnistie générale pour les anciens prisonniers politiques. Donc ça, c'était en mars 2011. Et par la suite, il y avait un ministère a été créé pour la justice transitionnelle afin de préparer et de viser un débat national sur la justice transitionnelle pour pouvoir rassembler les réactions et les avis des uns et des autres sur le processus. Donc, tout au long de l'année 2012, il y a eu un débat national sur la question. Et ce débat-là, les résultats et les avis sur ce débat-là ont été présentés à l'Assemblée nationale constituante sous forme d'un projet de loi sur la justice transitionnelle. Et donc, ce débat-là a débouché sur la loi de 2013, 24 décembre 2013, relative à l'instauration de la justice transitionnelle, qui ne comporte pas uniquement l'instance vérité et dignité, mais qui comporte également des chambres juridictionnelles spécialisées pour traiter des violations graves des droits de l'homme qui ont été citées par la loi sur la justice transitionnelle. Alors, Dr Ali Radouane, qu'est-ce que je pourrais vous demander de précis? Des pressions quasi intolérables sont exercées contre votre initiative, venant de la quasi-totalité de la presse, venant de plusieurs partis dits démocratiques, républicains, de gauche, venant d'une certaine société civile, vous accusant d'avoir été créé à un moment où les islamistes avaient le pouvoir, vous accusant de rouler pour les intégristes, vous accusant de vouloir dresser les Tunisiens les uns contre les autres, de vouloir souffler sur les braises de la fitna, et j'en passe. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça, sur cette hostilité manifeste très présente sur le terrain et qui a, on ne le dira jamais assez, qui a déjà obtenu le départ de plusieurs de vos membres de cette initiative qui ont démissionné purement et simplement pour des raisons et d'autres? Effectivement, comme toutes les instances de vérité et de réconciliation dans le monde, après plus de 43 expériences dans le monde, on s'est rendu compte que toutes les commissions à leur départ, elles sont entourées par une ambiance, un environnement de méfiance et d'hostilité qui est généralement lié aux anciens du régime, qui font encore de la résistance, qui ne veulent pas voir la vérité en face, que beaucoup de personnes de l'ancien régime étaient responsables des exactions des droits de l'homme. Donc, ils font de la résistance, ils mobilisent tout un arsenal médiatique et politique pour empêcher que le processus de masse. Et effectivement, il y avait beaucoup de pression en ce temps-là, à partir des préjugés et d'appréhension, et parfois parce que les intérêts de beaucoup de gens concernés seront touchés. Donc, mais c'était pas une spécificité tunisienne. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, quand on a reçu des représentants d'autres commissions, que ce soit l'Afrique du Sud, celle du Pérou, celle du Brésil, ou celle du Maroc et d'autres, il y avait une certaine appréhension et des préjugés et que les démarrages étaient extrêmement se sont déroulés généralement dans des conditions extrêmement hostiles et méfiantes.
Donc, et ça a entraîné effectivement la faiblesse de certains, mais ça ne nous a pas empêché d'avancer et de forger la voie vers l'occasion pour donner la voix aux victimes, pour qu'ils expriment leur souffrance et les violations qu'elles ont subies, pour donner l'occasion aussi aux auteurs de revenir vers la raison et de penser à demander, à reconnaître leurs exactions et demander publiquement pardon. Et effectivement, on est sur la bonne voie pour pour donner l'occasion à tout le monde de reconnaître, de prendre sa part dans ce qui se passe. Mais justement, Ali Redouane Grab, Nadia Traoni vient de nous dire qu'il est très possible qu'en décembre, elle est très affirmative sur ce cas qu'elle nous signale, que 2 personnes souhaiteraient pouvoir faire leur confession cette fois-ci, confesser leurs crimes de façon publique. Vous confirmez? Vous pensez que ça va se passer vraiment? Effectivement, ce qu'a dit votre cher invité est vrai, parce que on voulait d'abord donner la voix aux victimes, parce que effectivement leur voix était longuement étouffée et ont été interdits de parole parce qu'on leur donnait pas l'occasion de s'exprimer sur ce qui s'est passé pour eux. Et en retour, bien sûr, les personnes qui étaient responsables de ces exactions auront l'occasion de s'exprimer et de reconnaître leurs actes, et de rendre compte de leurs actes. Et dans les prochaines auditions, il y aura une possibilité à ces personnes-là de reconnaître ce qui s'est passé, de nous donner leur version de ce qui s'est passé et de reconnaître leur tort. Et vous pensez que ça va se bousculer au portillon, ce genre d'initiative de gens qui voudront se confesser? Vous pensez que sans y être forcés dans un tel climat d'hostilité à l'initiative, ils vont se sentir encouragés à venir dire ce qui les torture? En fait, le peuple tunisien a une tendance vers la paix. Et ils savent que l'instance vise cette paix durable à travers la réconciliation nationale. Et la réconciliation, c'est un axe majeur de notre action à travers ce rapprochement entre ce qui s'est passé de la part de l'auteur et ce qui a été subi de la part de la victime. Si des victimes ont exprimé qu'ils sont prêts à pardonner si l'auteur reconnaît ses torts, effectivement, ça va tendre la main aux auteurs pour qu'ils reviennent à la raison et cherchent la voie de la reconnaissance de leur tort, qui est une solution plus pragmatique ou plus intéressante, en tout cas, que la voie judiciaire, qui est certainement plus dure pour eux. Donc, effectivement, comme on a cette opportunité de passer par l'instance pour bénéficier d'une procédure spéciale qui n'existe pas dans nos autres instances, qui est la procédure d'arbitrage de réconciliation, il y a de fortes chances, et effectivement, comme il y a eu d'autres personnes qui sont venues à l'instance dans un temps actuel pour comme témoin dans un premier temps à l'instance, on a déjà reçu des avis favorables pour ces témoignages publics pour ce qui s'est passé durant l'Ancien Régime. Restez avec nous, Ali Redouane Grab. Nadia Traoni, vous avez parlé tout à l'heure de 60 000 dossiers. Ce qui peut paraître 65 000, ce qui peut paraître beaucoup, mais qui n'est rien en fait, si l'on voit toute la durée prise en compte de 55 à aujourd'hui, quasiment, par rapport à la Tunisie, qui n'a jamais connu d'autres régimes que ceux despotiques, que ceux policiers, même si celui de Bourguiba et celui de Ben Ali n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Oui, bien sûr. Nous sommes d'accord. Mais sinon, quel genre de dossier? Alors bien sûr, il y a les dossiers principalement qui ont été déposés sur des personnes qui ont subi des violations telles que la torture, les viols, les disparitions forcées. Et d'ailleurs, la femme qu'on a vu parler tout à l'heure à la télé et qui évoquait les différentes douleurs qu'elle ressentait d'un point de vue corporel, son fils faisait partie des cas des disparitions forcées. Et donc pendant à peu près 15 ans, elle a cherché son fils. Donc depuis 91, il a disparu jusqu'en 2005 pour qu'elle apprenne que probablement il était décédé. Et, combien il y a de cas de disparition forcée? Alors, je n'ai pas le chiffre, mais je pense que ça se compte en plusieurs centaines.
que j'ai pas exactement ni les chiffres ni la répartition, mais je pense qu'une bonne partie malheureusement a eu lieu dans les débuts des années 90. Oui. Et que c'était à l'époque encore plus compliqué d'évoquer ces sujets, même pour des régions régionales, on va dire. Sinon, aujourd'hui, ce qui est aussi important par rapport à l'instance vérité et dignité, c'est de rappeler qu'elle a des prérogatives qui sont historiques, c'est-à-dire que même les précédentes instances n'avaient pas autant de prérogatives que celle-ci peut avoir, et ça c'est quelque chose de très important pour nous, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de mener l'enquête. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et de renvoyer vers le tribunal. Avec quels moyens? Mener l'enquête avec quels moyens? Je pense que votre... Oui, je n'ai pas exactement les infos. Oui. Mais, et bien sûr, de renvoyer sur des chambres spécialisées qui vont être créées par le ministère de la Justice uniquement pour s'occuper des dossiers d'un point de vue pénal. Et aujourd'hui, si je peux dire quelque chose, c'est que nous sommes dans l'attente de ces chambres spécialisées. Il n'y a pas très longtemps, le CSM, dont le Conseil supérieur de la magistrature, a été nommé. Nous attendons une cour constitutionnelle et aujourd'hui nous attendons aussi des chambres spécialisées parce que il y a, comme le disait, je suis tout à fait d'accord, cette volonté d'être dans la paix. C'est-à-dire qu'il va falloir user et abuser du mot pardon. Mais il va probablement y avoir quand même peut-être des personnes qui vont dire je ne pardonne pas, et on ne peut pas se mettre à la place de ces personnes qui diront je ne pardonne pas, je veux aller au procès. Et ça, il va falloir quand même s'y attendre. Il faut que le ministère de la Justice se prépare aussi à apporter des réponses aux personnes qui ne voudront pas pardonner. Et parce que justement, il y a des personnes où c'est dans leur intimité, c'est-à-dire que comme on peut le voir, des viols, des exactions. Il n'y aura pas un processus de réconciliation nationale comme cela s'est passé en Algérie, un référendum qu'on va soumettre aux gens? Je pense pas, je pense qu'on est justement, en fait, paradoxalement, on est presque passé à la pratique avant la théorie. C'est-à-dire qu'on est peut-être déjà dedans. On voit bien que deux partis qu'on ne pensait pas pouvoir s'accorder sont déjà en train de s'accorder. Les gens ne s'entretuent pas, les gens vivent ensemble. Bon, des fois, il va dire ah, oui, je n'aime pas leur sensibilité politique, mais dans les familles, il y a déjà des sensibilités politiques différentes. Il n'y a pas, en fin de compte, c'est-à-dire il y a quelque chose de très médiatique qui est mis en scène, et on peut le voir justement, comme vous avez cité l'article de Capitaliste qui vient dire est-ce que ce n'est pas pour redorer l'image des islamistes, mais en fin de compte, sur le terrain, dans la réalité tunisienne, les gens vivent déjà ensemble, le processus de paix est déjà enclenché. Maintenant, ça permet de pérenniser ce processus de paix pour dépasser toutes les problématiques sécuritaires que peut rencontrer la Tunisie, parce qu'un pays qui n'est pas en paix avec lui-même ne peut pas dépasser tous les challenges économiques que va rencontrer la Tunisie. Voilà. Généralement, dans des situations comme celle-ci, comme celle de la Tunisie, dans des régimes despotiques, policiers, qui usent de la brutalité légale, hein, comme ils disent, oui. Généralement, ce ne sont pas ceux qui sont au sommet de la pyramide qui vont torturer ou tuer ou enlever les gens. Ils ont leur nervis, ils ont leurs petits tortionnaires, souvent très zélés d'ailleurs, hein, qui en font en plus qu'on leur demande. Tout à fait. Et généralement, dans ce genre de situation, bien souvent, on identifie des personnages qui se distinguent dans ces exactions, qui sont un peu les oraux, si je peux dire, de la torture, ou les oraux de l'enlèvement, ou les oraux du viol, hein, qui deviennent quasiment des célébrités nationales. En Tunisie, est-ce qu'ils sont connus, ce genre de personnages? Est-ce qu'ils ont été identifiés de façon claire? Il y a une liste d'une centaine de noms, hein, de bourreaux qui ont été cités, donc c'est des messieurs et madame, je dirais pas madame parce qu'il y a plus des messieurs, oui. C'est des messieurs tout le monde, donc à la tête de petits commissaires. Bon, là, on arrive sur une problématique presque psychologique. Oui. Mais si on veut dire que, bien sûr, il y a des personnes... Le sadisme est très souvent présent. Tout à fait, tout à fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la prise en charge psychiatrique, tout à fait. Mais bon, il est aussi utile de rappeler que notre président de la République était ministre de l'Intérieur sous Bourguiba et que Gilbert Nakache a témoigné et qu'il était dans les géoles de Bourguiba au moment où notre président actuel était... Donc oui. C'est très complexe, oui. et on le voit, le président de la République, Béji Caïd Sebsi, n'était pas présent. Maintenant, beaucoup des représentants d'autres partis politiques étaient présents. Ils s'en sont pris pour leur grade aussi. Tout le monde en a pris pour son grade, parce qu'il y a eu aussi tous les témoignages, et la première soirée s'est déroulée autour des témoignages des jeunes qui sont décédés pendant la Révolution.
Oui. Donc ça, c'est quelque chose. Et donc les gouvernements, on a eu 7 gouvernements successifs jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas toujours été vraiment à l'écoute de ces personnes qui ont perdu un enfant de 18-19 ans parce qu'il était sorti faire la révolution. D'autres qui ont été handicapés à vie. D'autres qui ont été handicapés à vie, qui ont été pris en charge à Paris, avec, pour certains dans d'autres pays, mais avec toujours beaucoup de difficultés. On s'est retrouvés à deux fois essayer d'aller trouver des chaises roulantes, à essayer de trouver des financements par-ci par-là, aller faire les courses pour un tel et pour un tel, parce que... Mais justement, puisque oui. vous y venez tout naturellement, pour enchaîner un peu sur les Tunisiens qui oui. vivent ici, comme oui. vous, comment est-ce que vous percevez cette initiative, particulièrement pour certains des Tunisiens qui sont ici, l'UNIT? Oui. Vous voulez rappeler ce que ça veut dire? Unité, Union pour la Tunisie. Union oui. pour la Tunisie. Oui. Et donc, certains parmi eux ne sont pas rentrés en Tunisie 20 ans, 25 ans, oui. qui oui. étaient dans oui. un exil très amer. Oui. Bon, comment ils sont en train de percevoir ce tournant, j'allais dire? En effet, c'est une onde de choc, hein, en fin de compte. Mais vraiment, je pense qu'il y a quelques années, même moi qui était très très engagée, je ne m'attendais pas à ce qu'un soir à la télé on puisse diffuser ces témoignages comme ça en direct. Et c'est vrai que ça a vraiment stupéfié tout le monde. Oui, hein, oui, c'est quand même quelque chose qui émotionnellement a été très dur quand même si on le sait. Oui. À chaque fois qu'on pourrait les entendre 50 fois et être ému 50 fois. Hein, oui. Et en fin de compte, les Tunisiens d'ici, on est 11 millions. Au total. On n'est pas beaucoup en fait. Et on s'aperçoit que finalement, il y a tout de suite eu un engouement sur la révolution tunisienne. J'emploie le terme révolution, certains seront d'accord, certains ne seront pas, mais bon, c'est le terme que j'emploie, parce que malgré tout, il y a des changements, on le voit. Et si on est là ce soir, c'est pas des changements, c'est une révolution. C'est une révolution. Et si on est là ce soir, c'est parce que je pense que si à 10 ans, on s'était dit, on va parler, et ces personnes témoigneront, tout le monde aurait dit, mais ce n'est même pas, même pas possible, envisageable. Ouais. Donc aujourd'hui, on est 5 ans plus tard. Les Tunisiens de France, comme les Tunisiens en Tunisie, s'intéressent à la chose publique. Chacun est devenu politicien depuis la Révolution. Et c'est très bien parce que pendant longtemps, on a interdit la réflexion politique à tout le monde. Et aujourd'hui, tout le monde a un droit de parole. Et c'est ce qu'on est en train de voir en fait. C'est ce que redonne en fin de compte cette instance à travers la diffusion de ces images. Et les Tunisiens de France... On dit que les Tunisiens... Attends, on aura raison, hein, vous allez me dire votre avis. On dit que les Tunisiens sont parmi les peuples les plus politisés du monde arabe ou du monde dit arabe. Je sais pas parce que je pense que ça... Vous savez, quand on force un peuple à se taire et à ne pas avoir d'opinion sur quelque chose pendant aussi longtemps et qu'on ouvre tout d'un coup une sorte de fenêtre où on dit allez-y, pensez, parce que c'était interdit de penser, hein, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on rentrait même presque dans le... Il ne fallait pas dire ça au téléphone parce que les murs avaient des oreilles. Et là, on est complètement à l'opposé de ça. Et je ne pense pas que les Tunisiens soient les plus, je pense que les Algériens aussi, les Marocains aussi, les Syriens aussi. Je pense que si on questionne le Syrien aujourd'hui avec son vécu, il aura une position... La Tunisie, pourquoi la question est intéressante? Parce que par rapport à l'oppression, ça veut dire qu'il était interdit de penser, comme vous dites, il était non seulement de parler, mais de penser. Il était interdit de citer des noms. On ne pouvait pas citer certains noms du temps de Ben Ali. Le fait de citer le nom, vous allez d'être embarqué, peut-être disparaître. Et donc, c'est pour ça que... Et comment on sait que les régimes despotiques, généralement, ils font en sorte que lorsqu'ils disparaissent, c'est le chaos après eux. Oui, c'est quasi automatique. La terre brûlée. Et ça ne s'est pas passé en Tunisie. Ça ne s'est pas passé. Contrairement à tous les pays qui ont été touchés par les printemps dits arabes, tous les pays, ça a mal tourné, ça a dégénéré. Et en Tunisie, vaille que vaille, ils tiennent le coup et ils nous étonnent chaque jour davantage, avec cette initiative encore plus. Tout à fait, et je pense que c'est multi-causes. Il y a plusieurs causes qui font qu'en Tunisie on en est là. Je pense que c'est un ensemble d'éléments qui vont de la démographie tunisienne, qui n'est pas la démographie égyptienne. Je pense qu'un pays de 11 millions d'habitants, de 10 millions d'habitants, n'est pas un pays de 90 millions d'habitants. Les enjeux économiques et sociaux ne sont pas les mêmes. La maturation des partis politiques n'est pas la même, qu'on le veuille ou pas. La maturation arrivée du parti Nahda n'est pas la maturation d'autres... voilà, la manière dont la société se
porte et en fin de compte le rapport de cette société au reste du monde, et bien sûr les volontés on va dire des autres puissances qui ont probablement été encourageantes, on va dire, avec la Tunisie, même si ça n'empêche qu'on peut rappeler la fameuse phrase de Michel Alliot-Marie en France qui voulait quand même envoyer son savoir-faire en Tunisie. Les gourdins et les bombes lacrymogènes. Voilà. Donc en fin de compte, on se rend compte que les choses sont quand même complexes, parce que je critiquais il y a quelques instants Beji Qaïd Essebsi sur son versant ministre de l'Intérieur sous Bourguiba. Il a été quand même celui qui a accompagné les élections. Donc c'est pour ça, ramener beaucoup de complexité en fin de compte, c'est-à-dire que résumer, et c'est pour ça que probablement... Il faut mettre un peu d'eau dans son ben. Il faut mettre un peu d'eau dans son ben et il faut ramener énormément de complexité, ne pas dire, par exemple, même, il faudra voir en fin de compte la santé psychiatrique des bourreaux, la santé de ces personnes, est-ce que c'est des personnes qui sont saines d'esprit ou pas, qu'est-ce qui fait qu'ils ont pu se comporter de cette manière. Il y a plusieurs, je pense, expériences à l'échelle internationale qui ont été menées. On verra sur la partie pénale, et ça c'est très important que des chambres soient très rapidement mises en place. Et, voilà. Nous allons regarder un autre extrait d'une déclaration d'un avocat de Ben Ali, qui semble dire ce qu'il pense de l'initiative à sa façon, bien sûr. Et c'est un avocat qui parle très bien. Le droit de parole, oui. Et donc nous allons l'écouter, ça nous permettra de recevoir sur le plateau le docteur Siham Badi. Nous allons regarder. ايش معناه في هيئة دستورية الضيوف يتكلموا يقولوا ردوا بالكم المحامين اللي رافعوا على المتهمين في القضايا متاع الامنيين والمحكمة العسكرية راهم محامين قلابة وراهم محامين متحيلين. ايش معناه الكلام هذا؟ ايش معناه يقف حد مواطن في هيئة الكرامة والحقيقة ولا شنو ويقول راهم الامنيين خرجوا بصفقة وراها المحامين عملوا صفقة وبيعة وشرية مع القضاة. شنو هذا؟ شنو الفوضى هذه؟ شنو الضرب هذا؟ معناها القضاة فاسدين، المحامين متحيلين، معناها النظافة الكلها في هيئة الحقيقة والعدل في هيئة الحقيقة والنقاء في هيئة الحقيقة والفساد كل ما هو خارج أسوار هذه الهيئة فهو الفساد بعينه. معناه من يخالفهم الرأي حتى في إطار أداء لمهامه. Ali Radouane Grab, vous avez donc écouté monsieur Maître, l'avocat qui vient de s'exprimer. Sinon, j'aurais voulu vous demander, tout à l'heure, Nadia Tarahouni nous a dit que vous étiez habilité, que vous avez des prérogatives qui vous permettent de mener des enquêtes sur des dossiers. D'abord, est-ce que vous pourriez nous confirmer et ensuite de nous dire sur quoi vous pouvez enquêter, de quelle façon, quelle est l'étendue de vos prérogatives, quels sont les moyens humains, financiers, légaux dont vous disposerez? Effectivement, comme vous l'a dit à juste titre votre invitée Madame Nadia, la loi a donné des prérogatives importantes à l'instance pour qu'elle puisse arriver au bout de sa fonction, ça veut dire de pouvoir réaliser ses objectifs, en lui permettant d'accéder à toutes les archives nationales déjà, donc publiques ou privées sans aucune restriction de toutes sortes. Également à pouvoir enquêter sur toutes les violations par tout moyen disponible, de disposer de pouvoir Est-ce que vous pouvez réquisitionner les moyens de l'État? Est-ce que vous pouvez saisir des magistrats? Effectivement, j'en viens de pouvoir disposer des prérogatives de la justice judiciaire en garantissant les droits de la défense. On a des avocats et des juges d'instruction qui travaillent au sein de qui sont détachés auprès de l'instance pour instruire les dossiers à charge et à décharge sur toutes les violations commises, que ce soit l'homicide volontaire, que ce soit les viols, les disparitions forcées, toutes sortes d'exactions, et également l'accès aux affaires pendantes devant la justice, ce qui nous permet de voir les dossiers en cours et de pouvoir intervenir
dans les dossiers afin d'arriver à les traiter. Et sur le plan légal, la loi a donné, enfin la Constitution, dans ses dispositions transitoires, a donné des prérogatives à l'instance, notamment par l'application des exceptions au principe de non-rétroactivité de la loi, les principes non prise en compte des mesures d'amnistie précédentes. Qu'est-ce que vous voulez dire par non-rétroactivité des lois? Est-ce que certains crimes deviendraient imprescriptibles, l'inverse d'imprescriptible, qu'ils pourraient être jugés avec... Ça veut dire qu'on peut revenir sur des violations et des violations qui ont été commises depuis 1955. Autrement, on ne peut pas travailler sur une période aussi ancienne, sur des actions notamment pour des actes de crimes contre l'humanité. Oui, mais vous pouvez travailler de façon purement informelle. Ça veut dire que ça n'engagerait aucune poursuite éventuelle. Ça ne peut pas, il y a prescription. Non, ce sont des dossiers qui doivent être instruits selon des normes de respect des droits de la défense, avec en présence des juges d'instruction qui travaillent, qui sont rattachés à l'instance, avec des avocats et des juristes qui travaillent pour instruire les dossiers en bonne et due forme. Et ces dossiers-là sont transmis aux chambres spécialisées. Et là, je vais apporter une petite précision sur ces chambres-là. Effectivement, la loi les a prévues et un décret les a instaurés et les juges ont déjà été nommés. Et reste juste leur formation pour que soit au fait et les décrets ont été signés par l'actuel président? Ah, il y a 2 ans. Oui, c'était déjà créé en 2015. D'accord. Sinon, est-ce que vos enquêtes seront rendues publiques? Absolument. En fait, ce sont des dossiers qui sont traités par la justice, par les chambres spécialisées. Mais elles peuvent être traitées par la justice sans pour autant être rendues publiques. Mais leur sort serait reconnu par le public, effectivement, pourquoi pas. Ce sont des mesures qui se font dans la transparence. D'accord. Restez avec nous, Dr Ali Erdouane. Une dernière précision. Oui. Pour l'instruction du dossier, bien sûr, l'accès aux archives qui nous aide beaucoup dans le travail, effectivement, parce que ce sont les archives de la police nationale, de la présidence, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé dans l'ancien régime. Restez avec nous. Docteur Siham Badi, merci d'être avec nous. Merci à vous aussi. On vous de m'avoir invité. Ferme. Donc, vous êtes l'ancienne ministre des Affaires de la Femme sous le gouvernement Marzouki. Tout à fait, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Comment vous l'envisagez? Qu'est-ce qu'elle suscite en vous? Est-ce que vous y croyez? D'abord, moi, bien sûr que j'y crois. D'ailleurs, j'ai été aussi autant que témoin. Donc, je me suis aussi présentée dans une audience pour être écoutée aussi. Vous avez subi vous-même des... Bien sûr. Donc, j'ai fait aussi le pas. Je suis allée, donc, après avoir déposé un dossier, et j'ai été aussi écoutée comme victime. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas que je suis là pour parler autant que victime. Ça viendra peut-être le jour. Mais bien sûr, ce qui vous accepteriez de faire... une déclaration publique, où vous seriez filmé, écouté. Oui, bien sûr, sans problème. Oui, parce que je crois qu'on en tirera beaucoup de leçons. Le fait de dire ce qui s'est passé à haute voix, ce qui n'a pas été dit pendant des décennies. Ça apporte quelque chose de pouvoir dire. D'abord, ça apporte quelque chose à la personne qui témoigne, c'est certain. D'abord, elle ne reste pas donc toute seule dans son coin obscur où personne. Donc, moi, je suis médecin. Pour faire une thérapie, pour faire un deuil, pour passer et tourner la page, il faut absolument que les vérités soient dites, et il faut qu'elles soient entendues. Que le bouchon saute. Voilà, il faut qu'elles soient entendues par les autorités, qu'elles soient entendues par l'autorité. Ça peut être une autorité médicale, une autorité juridique, une autorité politique, une autorité. Donc, il faut qu'elle soit dite la vérité. Il faut qu'un jour, donc, la lumière fût. Là, ça, c'est certain. Donc, premièrement. Deuxièmement, on est en train d'écrire maintenant d'une nouvelle manière notre histoire. C'est aussi, ces témoignages-là sont une autre manière, une autre façon d'écrire aussi une page d'histoire, donc d'aller la chercher de la bouche des gens qui ont vraiment vécu
toutes ces horreurs qu'on a déjà entendues, et beaucoup de choses n'ont pas été dites, n'ont pas été suffisamment dites et ne seront pas dites parce que tout ne peut pas être dit non plus. Donc ça, il faut le dire aussi. Hein. Oui. Déjà, surtout avec, dans certains cas, notre société est une société où la pudeur... bien sûr, où la pudeur, on n'a pas l'habitude... Oui, on n'a pas l'habitude de parler en présence du public, d'être entendu donc par des milliers, si ce n'est des millions de citoyens. C'est pas facile. Et puis il y a des gens qui sont dans l'oubli, qui ne veulent pas aussi se rappeler de ce qui a été dit parce qu'ils ont passé des années à essayer de sorte que les cicatrices, les blessures soient cicatrisées. Ils n'ont pas envie de nouveau d'ouvrir ces cicatrices. Hein. Donc il faut respecter ça. Et puis, surtout, ce n'est pas une thérapie de groupe. Là, on n'est pas venu là juste pour témoigner, faire sa thérapie et partir. Mais là, on veut que justice soit faite. On veut que s'il y a une conciliation entre le peuple, pourquoi pas, mais il faut que les choses soient dites à haute voix. Il faut que le peuple, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens me disent, mais c'est incroyable, mais j'ai jamais imaginé que ça pouvait aller à ce point-là. J'ai jamais cru, je sais que les gens étaient emprisonnés, je sais qu'il y a eu des exilés, je sais qu'il y avait de la torture, mais comme ça a été décrit, les gens sont étonnés, sont bouleversés, les gens n'en reviennent pas aujourd'hui. Hein, du peu qui a été dit, parce que ce qui a été dit, c'est vraiment une goutte d'eau dans un océan, hein, il faut le dire aussi. Et pourtant, de nombreuses personnes de la société civile tunisienne, notamment dans les médias, notamment certains partis politiques, de certaines mouvances politiques, sont en train de dire que cette initiative ne va rien produire d'autre que de dresser les Tunisiens les uns contre les autres et de souffler sur les braises, d'attiser les haines. Non, parce qu'il y a des gens... Le propre propos. Bien sûr, oui. Mais je sais, il y a des gens qui n'ont pas envie que la vérité éclate. Il y a des gens qui se sentent concernés directement ou indirectement. Il y a des gens qui ont peur parce que même si je vous dis que je vous pardonne, le fait de vous citer, le fait que monsieur X ou madame Y, donc aujourd'hui, est cité comme témoin de ce qui a été fait, ou celui qui a donné l'ordre de torturer, celui qui a torturé, celui qui a signé un certificat médical comme il l'avait fait, ces gens-là, il suffit que leur nom soit écrit ou soit dit à haute voix. Ça suffit déjà. Ça expliquerait le tir de barrage mais bien sûr, parce que les gens qui sont concernés... en ce moment contre l'initiative. Mais c'est sûr, mais c'est normal. Le contraire m'aurait étonné. Parce que les gens ont peur de la vérité, ont peur des conséquences de cette vérité-là, ont peur, je vous dis que rien que le fait que le nom soit cité, je ne vais même pas aller jusqu'au fait qu'il soit jugé un jour, où ils vont rendre compte un jour, peut-être qu'ils ne rendront même pas compte, peut-être que juste on cite des noms et on passe, on ne sait pas comment ça va le cours des choses après. J'espère bien que justice soit faite. Mais admettons, ces gens-là, le fait juste, même si on ne cite pas leur nom, ils vont se reconnaître dans ce qu'ils ont fait et ils ne vont pas dormir bien le soir. Rien que ça. Ça les perturbe. Rien que ça parce que c'est... Tous les gens qui ont fait toutes ces horreurs-là, je pense qu'ils ont au moins un petit peu donc de dignité aussi, un petit peu de sentiment, un petit peu de remords quelque part en eux, parce qu'il y en a qui sont vieux maintenant, il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont... Je pense que ça suffit. Juste leur dire que voilà, ce que vous avez fait ne va pas rester dans les oubliettes. Voilà, aujourd'hui, tout le monde le sait. J'ai pas envie. Il y en a qui ont dit, nous, on ne veut pas du tout les traduire en justice. Nous, on ne veut pas du tout. Justement, est-ce qu'il serait possible que le fait que ces atrocités sortent comme ça aujourd'hui, et qu'elles étonnent beaucoup de gens, qui, tout en vivant dans des régimes aussi despotiques, aussi policiers, aussi répressifs, n'imaginez pas que ça pouvait se passer comme ça d'abord, jusqu'à ces limites. D'abord, ne s'imaginez pas, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils se sentent protégés. Oui. Non, mais moi je parle du commun des mortels, du commun des Tunisiens. Tant que rien n'a changé au niveau de la justice, au niveau de système policier, au niveau des prisons, au niveau des autres instances, donc il n'y a pas eu vraiment un vrai changement profond. Il y en a qui ne se sentent pas encore en danger, il y en a qui sont encore protégés parce que ceux qui les protègent sont encore là, non seulement, mais ils sont encore au pouvoir.
Mais est-ce Donc, il y en a qui se sentent protégés. Est-ce que nous pourrions aller vers une vraie réconciliation, où les gens pardonneraient vraiment, où les gens vont dire, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, tournons la page, construisons la Tunisie de demain. Oui, c'est le but. Vous pensez que c'est possible? Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Premièrement, vu la nature des Tunisiens, quand il y a eu la révolution, juste après que Nahda, par exemple, quand il a été au pouvoir, on n'a pas vu des voitures brûlées, on n'a pas vu des gens chez qui on a été massacrés chez eux leur domicile, ou qu'on a été les chercher chez eux pour même les insulter. Tout ça ne s'est pas fait de toute façon. On aurait pu, parce qu'à un moment donné, juste après la révolution, il y a eu la gloire, il y a eu le fait que les règnes du pouvoir ont changé de camp, mais il n'y a pas eu du tout, donc personne. Ces gens-là, ils connaissent très bien où habitent leurs tortionnaires, leurs assassins, où ils habitent, où ils travaillent, s'ils veulent le chercher, où le trouver. Ils le savent très bien, ils le savent très bien. Et donc, il n'y a pas eu du tout donc, des dépassements. Ce que je veux surtout, excusez-moi juste, ce que je veux surtout, c'est que ça sert de leçon. Ça, on aurait tout gagné. Qu'il y aurait eu justice ou pas, après, c'est autre chose. Juste aux Tunisiens ou Non, que ça sert aux Tunisiens, bien sûr aux Tunisiens, et aux autres instances, que ce soit le système judiciaire ou que ce soit les médecins qui ont signé des faux certificats ou les prisonniers qui ont torturé. Tous ces gens-là, ils se disent, aujourd'hui, tout se dit, tout se sait, tout est enregistré, tout est écrit. Si on fait pareil, un jour, donc nous aussi, on sera donc ramenés à rendre justice devant le peuple, devant le système judiciaire, devant les médias. Et ça, déjà, ça va, j'espère, dissuader beaucoup d'aller comme ça trop loin dans toutes les horreurs qui ont été... Nous allons bientôt arriver à la fin de l'émission, malheureusement, et donc je vais faire un dernier tour de table. Nadia Terhouni, vous pensez, vous êtes jeune, vous êtes une militante, une battante, vous êtes présente pour votre pays, alors que vous n'y êtes pas, vous êtes en France, mais vous vous battez comme si vous y étiez, ou peut-être plus encore. Oui. Est-ce que vous croyez que cette initiative pourrait mener demain à une vraie réconciliation nationale? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Madame Bedi par rapport à ça. Même si ça doit s'accompagner d'autres mesures. Et il va y avoir aussi le prochain challenge de la Tunisie, bien sûr, il y a l'instance vérité et dignité, puis il y a la problématique économique. Donc, parce que il y a une raison à cette révolution, il y a eu les exactions qui ont été commises et il y a aussi toutes les injustices territoriales au niveau de la problématique du chômage et d'une très mauvaise répartition des richesses qui étaient jusque-là détenues par une oligarchie. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a énormément de... C'est comme si on était en train de secouer un cocotier et on découvre un petit peu tout ce qui doit être changé. Et la question la question économique, la question donc des droits et des libertés, la question de qu'est-ce que faire société aujourd'hui se pose en Tunisie. Mais je suis très optimiste. Je ne sais pas si cela se vérifiera ou pas, mais de toutes les manières, pour lutter, il faut être optimiste. Merci. Pour être militant, il faut être optimiste, je pense. Merci. Ali Redouane Grab, le mot de la fin, nous arrivons à la fin, malheureusement. J'aimerais que vous nous disiez comment vous pourriez faire pour convaincre, non pas les victimes, mais les auteurs des crimes de venir se confesser. Effectivement, l'objectif de l'instance est multiple, donc arriver à dévoiler la vérité sur les exactions, donner la voix aux victimes pour qu'ils arrivent à oublier leur souffrance, et donner aussi la voix aux auteurs, de réveiller leur conscience et de dire que à un moment donné, on était trop prétentieux, on croyait trop à notre force. On pensait que les choses vont rester figées pour la vie. Or, la vie change et j'espère qu'elle va changer dans les bons sens, dans le sens où chacun retrouve que la justice soit faite et que chacun retrouve ses droits et que le peuple se réconcilie dans la paix pour pouvoir arriver à la prospérité parce qu'ils sont intimement liés. C'est le message qu'on envoie à tout le monde et notamment aux auteurs pour qu'ils reconnaissent leur tort. Merci. Preuve d'humilité et de reconnaissance des torts, qui est la meilleure manière d'avoir le pardon. Merci. Docteur Siham Badi, le mot de la fin.
Moi, je pense que là, par cette instance, on voit bien que, à petits pas, la révolution est en train de réaliser quand même beaucoup de choses. On n'a pas réussi à diminuer un peu la pauvreté, à diminuer le taux de chômage. Mais bon, avec cette liberté d'expression, avec le fait que ces institutions destouriennes donc, voient encore le jour et commencent à travailler comme il se doit, je crois qu'on peut qu'être fier que ça se passe chez nous en Tunisie aujourd'hui. Moi, quand j'étais exilée en 92, j'ai jamais pensé un jour que les tendances s'inversent, que moi je rentre dans mon pays en tant que ministre et que Ben Ali quitte le pays en tant que réfugié politique comme je l'étais en 92. Donc c'est pour se dire que tout change, qu'il y a toujours de l'espoir, que notre peuple va vers une démocratie naissante, mais vraiment avec des pas géants. Il est en train de réaliser des choses incroyables. Il faut vraiment féliciter le peuple, féliciter là où on est aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a de quoi être fier, non seulement en Tunisie, mais devant le monde entier. Il y a de quoi, je vous le confirme. Docteur Siham Badi, merci beaucoup. Nadia Tarhouni, merci beaucoup. Docteur Ali Redouane Garab, merci beaucoup. Il y a en effet de quoi être fier. Nous sommes tous fiers de la Tunisie, des Tunisiens. Et je crois qu'ils n'ont pas fini de nous donner de très belles leçons de dignité et d'amour. Merci. Salama.